Aujourd'hui, je te présente la première partie de l'entrevue que j'ai réalisée avec Malika Morisset-Bonaparte dans le cadre de la série Le Nid évolué. Dans la partie 1, on cherche à comprendre comment optimiser ses chances de vivre une expérience périnatale apaisante en abordant la période de préconception et la grossesse. Je suis Élisabeth Dufresne et bienvenue à Les Émergents. Malika Morisset-Bonaparte, tu es docteur en psychologie, spécialisée en psychiatrie périnatale au Québec. Mais tu es surtout une grande passionnée de la naissance, de la périnatalité, puis on pourrait dire une maman aussi du nouveau paradigme. Absolument. N'est-ce pas? Oui. Tu es aussi la fille de Julie Bonaparte, sa principale héritière, parce que tu poursuis aujourd'hui avec dévouement la mission commencée par ta mère qui souhaitait d'abord et avant tout transformer le rapport qu'entretient la femme à la douleur durant son enfantement. Moi, je vous ai connu, ta mère et toi, il y a 1 an et des poussières lors du grand rassemblement Enfanter l'évolution, dans lequel vous avez porté avec fougue, je dirais, une conférence qui m'a vraiment bousculée par son audace, par sa franchise, par sa limpidité, puis simplement par la présence puissante de votre duo mère-fille. Parce que j'ai reconnu dans votre œil brillant le feu de la dragonne que je porte aussi à mes heures. Est-ce que tu sens que ça te décrit bien? Absolument. Très, très bien. Donc, je te reçois dans le cadre d'une série bien spécifique dans laquelle on va rechercher à comprendre le nid évolué du mammifère humain. C'est une théorie qui est développée par Dr. Darshan Narvaez, à travers laquelle on va chercher à comprendre le système de soins que notre espèce a développé pour optimiser son développement. Donc, Narvaez, elle a relevé 9 composantes qu'elle dit cruciales pour le bon développement du jeune enfant humain. Et c'est toi que j'ai choisi pour explorer la toute première composante, qui est une expérience périnatale apaisante. Et j'ai goût de savoir, pour commencer, selon ton expérience, est-ce que c'est cohérent que Narvaez accorde autant d'importance au type d'expérience périnatale qui va être vécue par une mère en ce qui concerne le développement sain de son enfant? Autrement dit, est-ce que l'expérience périnatale d'une mère va influencer tant que ça le bien-être de l'enfant à naître? La réponse à ça, c'est absolument que oui. Il y a vraiment pas de doute. Puis il y a 2 éléments que je vais soulever pour soutenir ma réponse. Le premier élément, c'est vraiment le fait que même en psychologie clinique à l'enfance, on complète toujours une anamnèse pour les psychologues qui se spécialisent dans l'enfance. Et il y a une grande attention qui est portée sur le contexte de la conception, de la grossesse, de l'enfantement, du postpartum. C'est 4 phases qui sont, c'est 4 parties de la phase de la périnatalité qui sont extrêmement importantes dans la manière avec laquelle le psychologue va évaluer l'enfant ou va comprendre à chercher les clés de lecture pour voir qu'est-ce qu'on observe chez l'enfant qui vient consulter. Fait que on sait que c'est pertinent juste parce que on utilise cette lunette-là pour mieux concevoir qu'est-ce qui se passe avec les enfants plus tard, dans le cadre de la psychologie clinique. La deuxième preuve que je vais te partager pour soutenir ma réponse, c'est que initialement, l'enfant fait pas de distinction entre lui-même et sa mère. C'est un processus qui est quand même long de cette individuation-là qui va se créer. Puis il y a plein de raisons pour lesquelles c'est fait comme ça, mais l'entité, même d'ailleurs dans les nouveaux écrits, on cherche à travailler sur, on parle de l'entité mère-enfant en un mot, M-E-R-E, lettre comme M-E-R-E majuscule
enfant, le restant. Fait que c'est vraiment l'unité mère-enfant. Il faut concevoir que ça travaille ensemble. Ils sont pas séparés. Puis d'essayer de le séparer, ben ça, c'est très, très typique de ce qu'on fait aujourd'hui dans notre monde. Particulièrement, on va le voir dans la médecine où on a des spécialistes de chaque partie du corps, puis on a beaucoup de difficultés à mettre tout ça ensemble. Mais on a fait la même chose. Le fœtus, le bébé, c'est une entité qui est comme séparée de sa mère. Mais de voir ça, c'est de manquer tellement une grosse partie du casse-tête que ça a un peu pas de bon sens. Fait que l'unité mère-enfant, c'est une unité qui est ensemble, puis l'expérience de l'enfant et l'expérience de la mère. Quand t'es in utero, puis ta mère, elle a une réaction de stress, t'as une réaction de stress. Quand ta mère est heureuse, t'es heureux. Comme littéralement, on va voir que il y a une influence importante sur ton monde. T'es littéralement submergé, immergé dans le corps de ta mère, dans les hormones de ta mère, dans tout son système au complet. Le rythme de ta vie est battu par le rythme du cœur de ta mère. Comme c'est juste ça que t'entends. T'entends ses vaisseaux sanguins qui roulent partout, t'entends son cœur qui bat, t'entends sa respiration. C'est ça ta vie. Fait que d'essayer de séparer ces deux affaires-là, c'est complètement dingue. Puis on le sait que les bébés ont une grande expérience in utero. Hein, il y a plein de tests, il y a plein d'expériences scientifiques qui ont été faites pour déterminer est-ce que les enfants ont une expérience in utero. Puis la réponse à ça, c'est oui. On voit des bébés qui vont pratiquer leurs émotions, hein, des bébés qui vont pleurer in utero. On va voir des garçons qui vont se masturber in utero. On va voir... Fait qu'on sait que les bébés, ils mangent, hein, ils boivent le liquide amniotique. Puis le liquide amniotique, ben son goût va changer en fonction de ce que la mère mange, c'est évident, parce que c'est elle qui va le créer, puis elle va le créer à partir de ce qu'elle mange. C'est d'ailleurs pour ça que dans les communautés où on mange extrêmement épicé, les bébés sont capables d'avoir du lait épicé, parce que le lait que la mère va produire, si elle mange épicé, va l'être aussi. Et donc, l'introduction des aliments épicés va être beaucoup plus facile pour ces bébés-là, parce qu'ils sont littéralement exposés dès leur conception par la consommation du liquide amniotique. On a fait un test vraiment drôle où on a demandé à des femmes de boire une grande quantité de jus de carotte à tous les jours pendant, je me souviens plus, là, certainement le dernier trimestre. Puis après ça, on comparait fait que là, on demandait aux mères de continuer à boire le lait, de boire du jus de carotte pour que leur lait goûte le jus de carotte versus non. Puis on voyait la réaction différente des bébés qui reconnaissaient le goût du jus de carotte. Puis je pense que c'était à la fois dans le lait, puis je pense que c'était à la fois comme du jus de carotte direct. En tout cas, bref, tout ça pour dire que les bébés, ils savent ce qui se passe. Les femmes qui écoutent des téléséries à tous les jours, le jingle, tu sais, la petite musique au début de la télésérie, les bébés vont reconnaître cette musique-là une fois qu'ils sont sortis du ventre de la mère. Comme ils sont là, les bébés, puis ils sont littéralement attachés à l'expérience de leur mère. Moi, quand j'étais enceinte de mon coco, la marche, c'était vraiment pas mon sport. D'habitude, il y a beaucoup de femmes enceintes qui... Toutes les autres sports prennent le bord, mais comme là, ils se mettent à marcher puis solide. Moi, ça le faisait pas pantoute. J'avais beaucoup de difficultés à marcher. Mais je suis un excellent snowboarder. Je fais du snowboard depuis que j'ai l'âge de 3 ans. C'est mon sport de prédilection. Fait que j'ai fait de la planche à neige toute ma grossesse au complet. Puis, je me souviens vraiment clairement d'avoir beaucoup de plaisir à faire cette activité-là, mais aussi de sentir que mon petit et moi, on partageait un moment. Puis, c'était drôle parce que quand je descendais, il était complètement immobile, il bougeait pas du tout. Puis là, j'embarquais dans la remontée mécanique, puis soudainement, pow, 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 c'est comme si j'entendais « Ah ouais, maman, encore, c'est le fun, ça! » Tu sais, j'avais cette sensation-là qui avait beaucoup de plaisir. Puis là, aussitôt que je me remettais à descendre, là, comme il redevenait complètement immobile, puis tu sais, ça a été comme notre première activité vraiment claire ensemble où on vivait cette expérience-là. Mais c'est normal que lui aimait ça parce que il était submergé de toutes mes hormones de bonheur que je vivais quand j'étais dehors à faire de la planche à neige pendant que j'étais enceinte. Fait que de s'imaginer séparer cette expérience-là, c'est de la pure folie. Mais on est très bon dans notre société à faire ça, là, mais c'est bien de ramener l'expérience au cœur de au cœur de ce qu'on vit,
qui est l'unité mère-enfant, c'est une unité ensemble. Puis la manière avec laquelle elle va se sentir, la mère, même en postpartum, ça va énormément influencer comment elle va s'occuper de son enfant. Puis il faut pas oublier que, OK, je rajoute une troisième raison pourquoi ma réponse, c'est oui. Il existe un processus psychothérapeutique qu'on appelle la mentalisation. La mentalisation, c'est vraiment d'aider les gens qui ont une grande difficulté avec leur rapport à eux-mêmes et à autrui. Ou ce qu'on va faire, c'est qu'on va beaucoup refléter à l'individu qu'est-ce que l'individu est en train de vivre. On est comme un miroir. Hein? Dans le contexte psychothérapeutique, quand on utilise la mentalisation, c'est qu'on essaie d'externaliser ce qu'on pense qu'eux vivent à l'intérieur. Puis, c'est une intervention psychothérapeutique qui est très utile, surtout pour les gens qui n'ont pas eu accès à ça, parce que ça fait partie des besoins primaires du mammifère humain, qui est d'avoir cette espèce de miroir-là pour comprendre qu'est-ce que je vis. Puis quand on est vraiment spontanément dans notre rôle parental, on va le faire. On a un enfant qui est super faim ou qui est impatient, puis on va le faire. Oui, c'est vrai que c'est frustrant, puis on va littéralement prendre des expressions faciales qui vont refléter comme un miroir ce que eux sont en train de vivre. Un enfant qui vient de se faire mal, puis on fait la moue, oh, ça fait mal, pauvre coco. On est en train de dire, tu peux m'observer pour comprendre ton expérience interne. Fait que la mentalisation, pour être en mesure de le faire, je veux dire, les hommes, les Cro-Magnons ont été excellents à faire ça, là. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'a échappé à ce niveau-là. Mais c'est un processus qui est vraiment naturel. Fait que de comprendre que cette dyade mère-enfant-là, elle se poursuit même plus tard, même quand il y a un processus d'individuation qui est fait où l'enfant comprend qu'il n'est pas la mère, il utilise encore la mère comme une espèce de paramètre pour se comprendre, puis qu'à l'âge adulte, quand ça a mal été fait, ben on va l'utiliser en contexte psychothérapeutique, puis ça va créer les mêmes connexions. Ça va permettre de guérir l'absence de cette affaire-là qui est nécessaire pour fonctionner en tant qu'être humain. Et puis tantôt, tu parles, puis ce que j'ai en tête, c'est à quel point c'est donc une immense responsabilité de porter un enfant. Sachant à quel point ça l'influence le bébé. Puis justement, j'ai l'impression que cette énorme responsabilité-là, quand on en prend conscience, ça vient aussi augmenter le stress de certaines femmes. Oui. Je suis contente que tu soulèves ça. En fait, tu vas avoir envie qu'on y revienne, mais avant, je voudrais juste qu'on commence à la base parce que naturellement, l'expérience périnatale, elle va comporter différentes phases, comme on l'a dit. Donc, pour la première étape, c'est celle de l'avant-conception que j'ai envie qu'on explore un peu ensemble. Puis justement, Narvaez, elle va parler dans son livre que les femelles ours, elle va beaucoup parler des animaux justement pour faire des parallèles. Les femelles ours vont initier tout un processus avant l'accouplement au cours duquel elles vont analyser les diverses conditions de leur environnement. Puis cette analyse-là va leur permettre de prendre la décision cruciale de donner naissance ou non en fonction des circonstances. C'est un petit peu tabou d'en parler pour l'humain, mais est-ce que tu penses qu'il y a des conditions de vie dans lesquelles les parents choisissent d'avoir un enfant alors que c'est pas vraiment le moment? Puis qu'est-ce que ça peut avoir comme impact justement sur cet apaisement-là qu'on recherche? OK. Fait que je veux tout de suite sauter sur la part de responsabilité, puis je vais faire un super lien avec la question que tu viens de me demander. Oui, tu as raison. C'est une très grande responsabilité, devenir parent. Oui, tu as raison que ce qu'on va faire en tant que parent, ça va avoir une influence massive sur le développement de notre enfant. Ça, c'est vrai. Et, en parallèle, il y a d'autres choses qui sont vraies, comme il n'est jamais trop tard pour réparer. S'il y a des gens qui écoutent ce qu'on est en train de dire puis qui se disent « Tabarouette, moi, j'ai vraiment pas fait ça, puis j'ai pas fait ça, puis j'ai échoué là, puis j'ai échoué là », c'est de dire « Mais il est jamais trop tard. Il est jamais... » Ben, on vient juste d'en parler avec la mentalisation, comme on fait ça avec les adultes. Il est jamais trop tard pour aller guérir à l'intérieur de soi. Puis, il n'y a rien de plus magnifique qu'un parent qui est en mesure de se tourner envers son enfant puis de dire « Là-dessus, là, je l'ai échappé.
viens avec moi, on va aller réparer ça. Tu sais, moi, Elisabeth, je l'ai vécu quand je suis devenue maman, puis je me suis mis à beaucoup étudier les besoins du mammifère humain en développement, puis j'ai fait comme tabarouette, tu sais, ça, puis ça. Puis j'en parlais avec ma mère, puis je disais, tu sais, je veux pas que tu te sentes coupable. T'as fait de ton mieux, puis c'est ça qui est ça, puis c'est bien correct. Mais je me souviens, quand j'ai été en mesure de dire à ma mère, tu sais, j'ai eu vraiment la compréhension, le déclic que mon attachement insécure, quand est-ce que ça s'est développé. Je l'ai vu, je l'ai senti. J'ai 3 semaines de vie. Puis je comprends à ce moment-là, c'est la nuit, je suis toute seule dans ma chambre. Puis je comprends à ce moment-là, et la phrase qui est venue super claire à moi, c'est « Je suis aimable, parfois ». Hein, ou en anglais, ça sonne mieux « I am lovable ». Sometimes. C'est vraiment cette notion-là de dire que parce que mes parents étaient super réactifs puis répondaient vraiment bien à mes besoins le jour, puis la nuit, la règle c'était elle est nourrie, elle est au sec, sa couche est changée, ben on la laisse pleurer. Fait que tous mes besoins d'attachement à moi étaient pas répondus la nuit, mais le jour, oui. Fait que c'était vraiment mélangeant. Mais ça, c'est le jour, c'est le déclic, c'est le moment où j'ai senti qu'en dedans que moi, la bébé Malika de 3 semaines a fait comme, OK, je viens de comprendre. Puis, je me souviens qu'on a découvert ça parce que mon père, il disait, je comprends pas ton affaire de cododo avec ton enfant, puis tu dormais si bien, puis c'était, tu sais. Puis là, j'avais dit à ma mère, maman, je comprends pas comme pas lui, la seule affaire qu'il se rappelle, c'est que je dormais super bien de manière autonome. Puis elle a dit, c'est vrai. C'est vrai, à 3 semaines, tu t'es mis à bien dormir de manière autonome. Mais les 3 premières semaines, t'en as braillé une shot, par exemple. Puis là, c'est comme si tous les morceaux de casse-tête venaient ensemble. Puis je me souviens quand ma mère, elle a dit, tu sais, je m'excuse. Juste ça. Juste de s'asseoir et de dire, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Mais ça répare ça. Ça a été un élément, un morceau de casse-tête vraiment important dans la manière avec laquelle j'ai changé mon style d'attachement parce que ça aussi, il est jamais trop tard pour le changer. Fait que si vous êtes des parents, il est jamais trop tard pour le réparer avec vos enfants. Si vous êtes l'enfant parce que vous avez vécu ça avec vos parents, ça se peut que vos parents ne soient pas disponibles pour travailler ça parce que ça crée trop de culpabilité. Puis c'est toujours possible de faire le travail de manière autonome aussi. Ça se fait toujours. La guérison, elle se fait plus facilement puis plus rapidement quand on le fait ensemble, mais elle se fait aussi de manière autonome. Fait que ça, c'est la première chose que je voulais dire sur la responsabilité. C'est vrai, mais il est jamais trop tard. Puis j'ai envie de te dire, juste avant que tu poursuives dans ton élan, là, reste connecté à ton élan, c'est une des composantes du nid évolué de Darshan Ayvaz. Puis j'ai envie de le souligner ici. Elle dit que l'être humain a un besoin constant d'être relié à différentes pratiques de guérison. Puis ça fait partie du tout. Je pense que c'est la 9e composante ou la 8e composante. C'est de dire, dans toutes ces étapes-là, dans toutes ces composantes-là, la perfection, elle n'existe pas. Exact. On est des êtres humains. Donc, on a besoin justement de différents outils, peu importe lesquels, pour venir justement prendre soin de ces différents éléments-là qui n'auront pas pu être là dans certains cas. Je te laisse poursuivre ton élan. Je trouve ça super beau, puis je trouve ça super le fun que, comme on dirait que ça met la boucle déjà sur la série de ton balado. Je pense que l'autre chose qui est importante à se garder en tête, c'est que quand on évalue les différentes émotions que peuvent vivre les êtres humains, l'émotion de la honte, c'est la plus basse fréquence qu'on peut avoir. C'est la plus toxique des émotions qu'on peut avoir. Se taper sur la tête, c'est probablement la chose la plus dangereuse qu'on peut faire dans la vie. Puis j'ai vraiment envie de dire, là, les informations qu'on va partager, prenons-le en se disant qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça plus tard? Comment on fait pour justement réparer puis guérir? Mais pas à se taper sur la tête parce que si ce qui est fait avec ce que toi puis moi, Elisabeth, on échange, c'est que le monde se tape sur la tête, je pense qu'on va avoir échoué complètement à notre objectif. Tu sais, je pense que toi puis moi, on partage que notre but, c'est que les gens, ils prennent ça puis ils grandissent. Qu'ils prennent ça puis qu'ils deviennent comme une meilleure version d'eux-mêmes.
Oui, absolument. Puis j'ai envie d'ajouter comme mettons une nuance à ce que tu dis, parce que moi, Gordon Neufeld m'a beaucoup fait cheminer sur cette idée-là de culpabilité puis de honte. Puis j'aime ça comment il l'amène, parce que lui, il va dire, bien sûr, l'idée, c'est de pas rester dans cette culpabilité-là puis cette honte-là. Mm-hmm. Et en même temps, la culpabilité, ça vient de l'intérieur, puis des fois, ça nous guide à reconnaître où est-ce qu'on n'a pas nécessairement été aligné avec ce qu'on sent qui est réellement juste. Et donc, pour moi, c'est important aussi de prendre le temps de ressentir cette culpabilité-là, de ressentir cette honte-là, même quand elle est là. Puis après ça, par exemple, on thrive puis on passe à autre chose. Fait que c'est pas de se leurrer dedans, mais je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, même, j'ai lu récemment, il y a une étude qui a été faite qui parlait du fait que la honte est reliée à l'émotion d'empathie. Donc, ils ont réalisé que les gens qui sont pas capables de ressentir la honte perdent en empathie. Et je trouve ça vraiment génial. C'est ça, juste de ramener ça de l'avant, de dire, hey, ça fait aussi partie du système global. Peut-être pas pour rien. Oui. Non, t'as raison. C'est pas une émotion qui est inutile. Elle est très importante, mais elle doit être une émotion transitoire. Il faut la prendre. Ça va nous amener à un niveau tu sais, cette sensation-là, elle va être là, puis il faut la canaliser dans quelque chose qui va être utile. Pas juste, je devrais pas me taper sa tête, puis là, je me tape sa tête parce que je me tape sa tête, parce que là, on n'est pas mieux, tu sais, ça, c'est... Exact. On veut pas faire à semblant qu'il n'y ait rien arrivé. On veut le prendre puis dire, OK, cette culpabilité est là. Ouais, je me sens mal. Ouais, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant? On se sort de l'impuissance. On se met en action. Puis là, je pense que c'est comme ça qu'on réussit à s'assurer que cette émotion-là demeure transitoire, qu'on passe à travers la phase de l'émotion vers la direction où elle veut nous guider, en fait, qui est d'être aligné entre nos actions et nos valeurs. Fait que la responsabilité, donc oui, c'est une grande responsabilité devenir parent. Donc, pour revenir à ta question précise qui est en préconception, est-ce qu'il y a des éléments qui sont nécessaires pour pouvoir mettre au monde un enfant, pour pouvoir concevoir un enfant? Fait que j'ai envie de parler, il y a 2 éléments qui me viennent en tête de manière significative. Ah ouais, en fait, il y en a quelques-uns. OK. Je pense que dans la grande majorité des cas, on va toujours se sentir comme quoi on n'est pas prêt à avoir des enfants. Fait que de dire... Puis moi, quand j'étais une psychologue clinicienne qui pratiquait, je disais souvent, mets-toi dans la tête que ça va prendre 2 ans avant de pogner. Puis considère que faut que tu sois prêt à quelque part dans cette histoire-là. Puis ça se peut que ça soit un peu plus vite. Puis ben il y a des affaires sur lesquelles tu vas couper les coins un petit peu plus ronds parce que ça va s'être passé vite. Puis puis peut-être que ça va s'être passé longtemps. Puis ça va avoir pris 2 ans avant que vous tombiez enceinte. Puis dans ce cas-là, ben vous seriez un peu plus prêt. Mais si t'attends, puis ça c'est déjà une grande problématique. Notre phase de fertilité, elle est quand même courte chez les femmes. Hein? Puis maintenant, avec la manière avec laquelle notre société nous encourage à retarder beaucoup le moment de devenir parent, ça fait en sorte qu'on joue vraiment dans la marge, dans la limite de notre capacité de fertilité. Puis là, fait que si on attend d'être vraiment, vraiment prêt, d'avoir fini toutes nos études, d'avoir une bonne job, d'avoir une maison, d'avoir 2 autos, un bon salaire, blabla, toutes ces affaires-là. Puis là, on attend d'avoir mis tous nos morceaux de casse-tête parfait. Puis là, on a comme 35 ans. Puis là, on essaye. Puis là, ça marche pas. Puis là, on a 37 ans. Puis on n'est toujours pas enceinte. Puis là, tu vois-tu comment... Holy boy! Puis là, tu voulais 3 enfants, mais là, à 37, ça te prend 2 ans à faire toutes les affaires de fertilité, puis tout ça, puis là, t'en perds un, puis là, t'en as un autre, puis là, puis tu sais, t'es rendu à 43 ans, puis t'en as un, peut-être 2, puis là, t'en voulais 3, puis il est comme trop tard. Fait qu'il y a comme une portion de ça que j'ai envie de dire, on sera jamais prêt. Fait qu'il y a toujours une portion de « Ah! C'est vraiment épeurant, je sens que je me lance dans le vide ». Je pense que ça, il faut normaliser ça. C'est épeurant, c'est une grande tâche, c'est une grande responsabilité, puis on sera jamais prêt de toute façon. Anyways, on va apprendre sur le tas. Fait que
Un moment donné, c'est comme, lance-toi, là. Vas-y. Fait qu'il y a comme cette portion-là. Tu me parles, Malika. Fait que ça, c'est comme un des éléments que je pense qui est important à garder en tête. Un deuxième élément qui est, je pense, très important à garder en tête, c'est que je vais me permettre d'aller un petit peu dans la spiritualité, disons. C'est que moi, je crois fondamentalement que les enfants choisissent leurs parents. Que les enfants choisissent le contexte, un peu quelque chose comme... Ils ont décidé que dans cette vie-ci, il y avait ça à vivre, il y avait ça à apprendre, puis que ça, c'était le set de parents qui allait leur permettre de découvrir ça. Puis qui allait leur permettre de grandir de cette façon-là, puis qui allait leur permettre d'être blessés de cette façon-là, puis peut-être d'en guérir. Moi, je pense que c'est un contrat qui est fait avec l'univers. Fait que de dire, quand le bébé s'installe, ben il a choisi ses parents, puis... je trouve que ça l'aide aussi à comprendre des bébés qui choisissent comme parents ou des hommes qui choisissent comme parents, des parents qui sont dans des situations vraiment très, très, très difficiles. Il y a des situations vraiment non optimales. Puis comment ça? Ben je pense que c'est des vies qui sont difficiles, mais c'est des vies qui vont amener ces petites âmes-là à cheminer. Mm-hmm. Ben, c'est vrai qu'on, tu sais, dans le fond, je parlais de ça avec une amie l'autre jour, puis c'est de réaliser... Tu sais, le processus de conception, il est tellement facile. Tu sais, ça peut se passer n'importe quand, pratiquement, avec n'importe qui. Tu sais, comme c'est fait presque pour être accidentel. Fait que si à un moment donné, le but, c'était d'avoir une vie qui est parfaite, peut-être le processus serait un peu plus complexe. Tu sais, puis ici, je sais qu'il y a des... Je sais qu'ici, il y a des femmes, tu sais, peut-être qui écoutent, puis pour eux, ils ont de la difficulté, tu sais, avec leur fertilité, puis tout ça, puis c'est un vrai enjeu, tu sais, pour bien des femmes. Ouais. Et tu sais, quand ça va bien, quand le système va bien, la santé, on s'entend, c'est rapide. Fait que je trouve ça intéressant. On dirait quand je suis retournée à cette perspective-là, je me suis dit, wow, tu sais, comme, c'est vrai qu'on se met beaucoup de pression à ce que tout soit parfait, mais on dirait pas que la nature, elle cherchait cette perfection-là, tu sais. Ouais. Ben, puis je pense que c'est pour ça aussi que on a mis en place des choses dans notre société, dans l'histoire de l'humanité, pour favoriser la sécurité de tous. Puis, tu sais, à travers les différentes époques, puis comment les choses ont changé dans notre réalité, mais il y a comme une portion de moi qui dit c'est pas pour rien qu'on se marie. Puis nous, les Québécois, on est les deuxièmes moins mariés au monde. C'est quand même une stat assez impressionnante, hein? On n'a pas tendance à faire ce commitment-là devant notre tribe, devant notre gang pour dire, nous, on s'engage là. Lui, puis moi, devant tout le monde, tu sais, we're in. Puis we're in for the good time and the bad ones, tu sais. C'est d'être pour le meilleur et pour le pire. En fait, tu sais, les vœux de mariage, c'est bien réfléchi quand même. Tu sais, ça existe pas depuis si longtemps pour rien. Des fois... Puis on en parlait tantôt avant que le podcast commence, mais des fois, on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Puis il y a des affaires dans le fonctionnement plus conservateur, plus conventionnel, qui sont pas fous. D'assurer que t'as une femme avec un homme qui sont unis par quelque chose de plus grand que eux, fait préférablement devant Dieu, mais sinon... on peut remplacer Dieu par le gouvernement. Je pense que c'est déjà peut-être mieux, je sais pas. Puis sinon, si c'est pas face au gouvernement, ben face au moins à sa tribu, tu comprends? Mais je pense que il y a une raison pour laquelle on se marie depuis très, très longtemps aux yeux de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que la vie, elle va être tellement difficile puis elle va nous shooter tellement de merde d'en face que t'es mieux d'avoir un commitment solide en tabarouette parce que ensemble, vous allez voir de toutes les couleurs. Puis ça, c'est vraiment protecteur pour les enfants. Tu sais, on essaie beaucoup puis très fort de déculpabiliser les familles qui sont plus ensemble, de dire, ben, tu sais, ça va le faire, ça va être correct. On travaille fort. Puis c'est vrai, il y a des situations, je veux dire, quand il y a de l'abus puis de la grosse violence puis qu'il n'y a pas moyen de rien donner comme ressource pour se sortir de là, c'est vrai, mais je veux dire, les statistiques sur
qu'est-ce que c'est vivre sans père. C'est peurant. C'était peurant. C'est pas pour rien qu'avant, on disait pas de sexe avant le mariage parce que, comme tu dis, ça peut se faire très facilement. Fait que si t'assures qu'il n'y ait pas de sexe avant le mariage, ben t'assures donc que les enfants soient conçus dans un système organisé par la société pour assurer au moins les pions de jeu nécessaires pour un développement quand même pas pire. Oui, ben c'est ça, c'est que je me rends compte en fait que de plus en plus, on cherche par différents mouvements à retrouver une forme de liberté, tu sais, à remettre en question toutes nos structures. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui est sain, tu sais, dans ce processus-là, mais c'est ça, on laisse aller aussi des choses qui finalement, on se rend compte, venaient vraiment supporter des besoins fondamentaux, tu sais. Exact. Tu sais, puis les enfants ont besoin d'une stabilité, tu sais. Oui. Après ça, est-ce que les gens sont capables de trouver cette stabilité-là à travers d'autres formes d'organisation? Tu sais, moi, je reste super ouverte à cette possibilité-là, mais reste qu'il y avait quelque chose de stable dans cette idée conservateur-là, tu sais, d'une maman et d'un papa qui sont unis pour la vie, tu sais. Puis on dirait que juste de le dire, je sais à quel point ça peut trigger comme tellement de monde aujourd'hui, tu sais. Et pourtant, tu sais, c'est vrai, sincèrement, si je me replonge dans mon expérience d'enfant, tu sais, moi, j'ai pas eu justement ça. Mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans. Puis je sens vraiment que ça a été difficile pour moi, puis qu'à travers toute ma vie, j'ai cherché à recréer cette expérience-là de différentes façons, tu sais. Fait que je pense qu'il faut rester ouvert, justement, comme tu dis, puis de prendre le temps de, c'est ça, de pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme tu l'as si bien dit. Oui. Malika, est-ce que tu avais d'autres, soit des processus ou par rapport au fait de se préparer à enfanter, est-ce que dans la phase de préconception, tu sens qu'il y a des choses à faire pour que tout ce qui va se passer ensuite soit particulièrement apaisant pour la femme notamment, pour la famille? Oui. Fait qu'il y a 2 affaires que j'ai envie de soulever par rapport à ça. Le premier, c'est, je pense qu'un facteur de protection vraiment puissant, c'est de faire une invitation claire à la petite âme qui va peut-être nous choisir comme parents. Moi, j'aime dire, tu sais, on peut l'écrire, on peut le faire par dessin, on peut inventer une chanson, peu importe quelle façon, mais que le couple s'assoie puis dise, voici ce que nous, on a à offrir. Voici notre invitation qu'on lance à l'univers. Tu sais, petite âme, celle qui va nous choisir comme parents, on aimerait ça qu'il y en ait une qui nous choisisse comme parents. Voici qu'est-ce qu'on pense qu'on a à amener. Voici qu'est-ce qu'on pense qui sont nos difficultés puis nos challenges. Puis de l'envoyer clairement, ça, de le créer ensemble dans le couple. De partager c'est quoi les visions, puis où est-ce qu'on va être. Puis je pense que ça, c'est vraiment des facteurs de protection importants. De dire, OK, là, aujourd'hui, on est dans la vingtaine, dans la trentaine. On se voit où quand on a 85 ans? On décrit cette image-là. OK. Puis pour arriver à ça, qu'est-ce que ça nécessite, tu sais, pour que ça arrive, puis pour que ça... Parce que si, admettons, à 85 ans, t'es entouré de tes petits-enfants. OK, ben step number 1, il va falloir que tu deviennes parent. Puis si tu veux des petits-enfants, ben tu risques de pas... tu vas jouer avec le feu d'en avoir juste un, parce que ça se peut que cet enfant-là aura pas d'autres enfants. Fait que si tu veux une tralée de petits-enfants, t'as d'affaires à avoir plus qu'un enfant. OK, on est cool avec ça. Comment on voit ça? Puis là, d'avoir une vision partagée sur qu'est-ce qu'on veut offrir, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est quoi les valeurs. Fait que d'avoir une espèce de moment consciencieux. Puis moi, j'ajouterais même, pendant le processus de la conception, de faire l'amour avec une intention. On fait l'amour parce que on s'aime. Puis peut-être qu'à travers cet amour-là, il va avoir le spark de magie d'une petite âme qui va nous choisir comme parents. Fait que moi, j'aime l'amener. Tu comprends ce que je veux dire? Écoute, j'ai une de mes très bonnes amies, je vais la citer parce que j'ai tellement trouvé ça beau. On parlait de, tu sais, je commence à prendre un peu d'âge, tu sais, puis je lui demandais, est-ce que tu serais prête à faire, tu sais, comme le deuil d'être parent si jamais tu n'es pas capable, par exemple, de te mettre en couple, tu sais, ce qui est de plus en plus fréquent. Ouais. Puis elle me dit, moi, elle dit,
je serais prête à faire ce deuil-là parce que je veux absolument que ça soit dans une relation amoureuse. Parce qu'elle dit, ce que je trouve qui fait du sens, elle dit, j'ai goût de regarder un jour un homme puis de dire, je t'aime tellement que je veux que toi puis moi, ça fasse quelqu'un. j'ai tellement trouvé ça beau, délicieux. Je trouve que ça tu sais, c'est magnifique. Puis je trouve que justement, quand tu es capable de l'amener dans cette conscience-là, de cette célébration-là, tu sais, de l'amour, tu sais, quelle chance d'être conçu dans, je trouve, dans cet espace-là, tu sais, d'amour qui dépasse tout, là. Exact. Quel beau cadeau à offrir à un enfant, une histoire de conception de, tu sais, ta mère puis moi, on était, tu sais, un papa qui dit, ta mère puis moi, on était vraiment amoureux, puis on était là, puis on t'a invité, puis tu sais, tu t'imagines, toi, te faire raconter ça par ton papa, comment... Tu fais comme, oui, moi, je suis née de plein d'amour. Comme c'est un beau facteur un beau facteur de protection à offrir dans la vie d'un enfant, de juste ça. Fait que ça, c'est comme une première portion qui est de l'inviter, puis pas juste par l'intention, mais aussi par le corps. De dire, comment est-ce que moi, je peux assurer dans mon corps d'être prêt à recevoir la vie? Fait que je pense que ça passe par l'alimentation, par les habitudes de vie, par de comprendre que là, il y a un grand shift qui est sur le point d'arriver, puis de saisir qu'est-ce qui peut être fait. Tu sais, je pense que moi, j'ai jamais été aussi fit de ma vie qu'en préconception. C'est comme, j'ai d'affaire à être prête, là, ça s'en vient, puis je veux que mon enfant, il puisse évoluer dans un corps qui est souple, aligné, qui est fort, qui va être en mesure de lui offrir tout ce que je peux, moi, lui offrir. Puis c'est pour ça que on parle de l'importance qu'il y ait au moins 2 ans entre les enfants, pas entre la naissance des enfants, mais entre la naissance de un puis la conception de l'autre, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans la mère qui est donné à son fœtus. Puis il faut donner le temps au corps de la mère de se régénérer pour pouvoir en donner autant au prochain. Fait que je pense qu'il y a comme une composante aussi, c'est définitivement la composante psychologique, la composante conjugale, la composante physique de bien s'alimenter, d'être vraiment prête à recevoir, puis la composante environnementale qui, je pense, joue un rôle. Fait qu'il y a comme cette portion-là. Puis de l'autre côté, le deuxième élément que je voulais soulever, c'est toujours plus facile d'étudier pour quelque chose qu'on n'est pas en train de vivre maintenant, mais pour quelque chose qu'on va vivre plus tard. Puis moi, ça, j'ai été vraiment chanceuse parce que la périnatalité, je travaille dedans depuis toujours. Fait que j'ai pas eu besoin d'étudier pendant la grossesse qu'est-ce qui allait arriver à l'accouchement. Fait que pendant que j'étais quand j'étais en pré-conception, comme on savait qu'à un moment donné, on allait peut-être, comme tu sais, on était vraiment, là, j'étudiais la préconception. Puis quand on a été en préconception, j'ai étudié la grossesse. Puis tu comprends, j'ai toujours été comme un niveau plus tard. Là, en ce moment, j'ai un enfant de 5 ans et demi, puis j'étais en train d'étudier qu'est-ce que c'est l'école à la maison à l'âge à l'adolescence. Fait comme, j'ai toujours une longueur d'avance. C'est vraiment beaucoup moins stressant. Fait que quand j'étais enceinte, moi, j'étudiais pas la naissance. J'étudiais le postpartum. Puis quand j'étais en postpartum, j'étudiais la petite enfance. Puis quand j'étais à la petite enfance, tu comprends? Ça, c'est le fun. Fait que j'aurais envie de dire, si t'es en pré-conception, puis t'écoutes cet épisode-là, puis tu dis, qu'est-ce que je préfère? Commence à étudier tout de suite pour les phases qui s'en viennent. Parce que c'est dur quand t'es dedans, puis là, t'es submergé, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? C'est dur d'étudier à ce moment-là. Puis il y a une affaire... Il y a tout l'émotionnel qui est présent aussi, qui vient brouiller les cartes, j'imagine. Oui, puis il y a comme une espèce de pression parce que t'es comme pressé. Puis là, plus t'as de pression, plus c'est difficile. Puis là, tu trouves moins les ressources. Puis là, t'as l'impression qu'il faut que tu trouves les ressources vite. Puis il y a une affaire sur laquelle j'ai vraiment lagué. Mais en fait, je sais pas quand est-ce que j'en ai entendu parler pour la première fois. C'était peut-être comme... Je pense que c'est ma sage-femme, notre coucou devait avoir 1 semaine, puis elle a dit, tu sais, vous seriez pas intéressé à faire l'hygiène naturelle? Puis j'avais jamais entendu parler de l'hygiène naturelle avant, comme ça avait pas passé sur mon radar du tout.
Puis j'ai été obligée de l'étudier sur le tas. Puis finalement, on a commencé le gène naturel à 3 ou 4 mois. Puis là, je me trouvais tard. Puis là, j'étais en train de l'étudier pendant que je l'appliquais. Puis tabarouette que je trouvais ça difficile. Puis je me disais, hey, si j'avais comme juste lu son livre à Andrea Olson pendant qu'on était enceinte, j'aurais pu appliquer ça dès la naissance, puis ça aurait été bien plus facile, puisque là, j'aurais eu toutes les connaissances dans ma tête, tu comprends? Fait que ça, c'est un nice to have. C'est pas un need to have, là. C'est pas comme faut absolument être... Mais ça, moi, personnellement, dans mon expérience, j'ai trouvé ça toute une libération de pouvoir étudier juste pour le plaisir, parce que de toute façon, c'est dans tellement longtemps que même si cette semaine, tu te sens comme la merde, c'est pas grave, parce qu'on s'en fout. C'est comme c'est comme toute une autre phase, là. Fait comme... Mm-hmm. Oui, puis tu sais, depuis tantôt, on nomme, tu sais, comme l'espèce d'idéal. Comme j'ai envie de renommer, tu sais, le fait que le but, c'est pas de stresser personne avec cet épisode-là, on l'a dit, là. Mais c'est de dire, mettons qu'on pouvait rêver, là, à toute cette expérience-là, là, pour que ça se passe de façon top, ce serait quoi, tu sais? Fait que si tu as ce luxe-là en ce moment, ben tant mieux. Puis si ça n'a pas été ça pour toi, c'est bien correct. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, maman, comme dirait mon fils quand je le rad, ça c'est arrivé, là. C'est pas grave, là. C'est pas grave. Calme-toi. C'est pas grave. Il est jamais trop tard. Trop tard. Fait qu'après vient la période de gestation. Ouais. Et on sait, on l'a dit, là, le stress social, émotionnel vécu par la mère est transmis au bébé, peut influencer la relation que l'enfant va entretenir avec son propre système nerveux, peut même influencer son tempérament en faisant un bébé plus ou moins irritable. C'est un exemple parmi tant d'autres. Selon toi, là, est-ce que le monde est organisé aujourd'hui de telle façon qu'il soit possible pour la mère d'avoir une grossesse qui est paisible? Dans le système, non. Moi, je me souviens, quand j'avais ma clinique là, de psychothérapie, on mettait toujours des rendez-vous avec mes clientes enceintes après l'échographie. Après toutes les échographies. Des fois, il y a des inventions qu'on crée qui aident des situations vraiment extrêmes, mais qui pourrit la vie pour la grande majorité. Mais on est tellement excités d'avoir sauvé l'extrême qu'on voit pas l'effet sur tout le monde. Oh my God, c'est tellement bien dit. Je me souviens, j'ai eu... Fait que moi, maintenant, dans ma profession, là, je suis plus psychologue clinicienne. Je veux dire, ça reste mon titre, mais c'est pas ce que je fais. Je forme des professionnels de la santé dans le monde de l'obstétrique. Puis, il y a quelques années, j'ai formé une sage-femme française qui avait aussi son diplôme universitaire en tant qu'échographiste. Fait qu'elle faisait les deux. Puis, elle sentait que j'avais un peu un beef contre les échographies. Puis, à un moment donné, elle était comme, ben voyons, tu sais, il me semble que c'est vraiment bien puis pertinent. Puis j'ai expliqué la réalité que vivaient mes clientes avec les échographies. Puis j'ai vu le déclic dans ses yeux où elle a dit c'est vrai qu'on parle, on leur dit tout le temps, même les affaires qui sont pas significatives, qu'on va juste garder en tête, alors qu'en réalité, ces affaires-là, ils sont pas significatifs. Donc, au mieux, là, c'est qu'on met ça dans le dossier puis qu'on voit si ça ressort une deuxième fois, parce que là, si ça sort une deuxième fois, il y a peut-être plus de chances que ça soit significatif, mais si c'est pas significatif, c'est pas significatif. Dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'on devrait peut-être se la fermer, hein? J'ai eu envie de l'embrasser à ce moment-là, comme « You just got it ». Les échographies, la majorité des femmes font les échographies, je pense, parce qu'elles veulent connecter avec leur bébé. Elles veulent voir leur bébé. Fait qu'au lieu de faire de la préparation affective à la naissance, où on apprend à jouer avec notre bébé in utero, puis où le mari apprend à jouer avec son bébé, puis à lui parler, puis à connecter avec le bébé, au lieu de faire ça, on dit on va prendre une photo. Sauf que quand tu vas chez l'échographiste, dans leur bureau, là,
Ouais, c'est même, je me souviens, une fois, je me suis ramassée dans un bureau, pas pour ma grossesse, mais je me suis ramassée dans un bureau d'échographiste. Puis c'est écrit partout. Un seul accompagnant pour les échographies de grossesse. Ceci n'est pas un spectacle, c'est une intervention médicale. Puis il y avait plein de pancartes partout, puis j'étais comme... Le fait que vous écrivez ça, c'est que vous comprenez pas pourquoi les gens viennent faire des échographies. Ils sont pas en train de donner leur consentement libre et éclairé. La majorité d'entre eux sont ici parce qu'ils veulent connecter avec leur bébé, ils veulent voir leur bébé. Puis, il y en a qui veulent que les tests soient faits. Mais on n'explique pas c'est quoi les tests, on n'explique pas c'est quoi les résultats, les faux positifs puis les faux négatifs qu'on va recevoir, puis c'est quoi les conséquences associées à ça. Puis, il y a comme tout un processus sur le consentement libre et éclairé qui est tellement pas fait. Puis, je vais prendre une petite seconde parce que j'utilise ce terme-là, mais c'est pas tout le monde qui comprend qu'est-ce que ça veut dire, un consentement libre et éclairé, fait que je vais l'expliquer si t'es d'accord. Absolument. Consentir, ça veut dire oui, je suis d'accord. Pour que le consentement, pour que le fait de dire oui, je suis d'accord soit valide, il doit être libre. Libre, ça veut dire qu'on doit sentir qu'on a la possibilité de dire non sans aucun préjudice. Qu'on ne se fera pas punir d'une façon, qu'on n'aura pas de répercussions négatives si on a dit non. Donc ça, c'est un consentement qui est libre. Fait que ça veut dire, en France, il y a une des échographies qui est dite, le titre de l'échographie, c'est l'échographie obligatoire. Mais en réalité, il n'y a pas une femme qui va se faire arrêter si elle dit non, là. C'est juste que les professionnels de la santé, ils sont obligés de recommander cette échographie-là. Mais elle n'est pas obligatoire. Mais si tu dis à une femme, bon, là, on est rendu à votre échographie obligatoire, qu'est-ce que la femme entend? Entend-elle, j'ai le droit de refuser l'échographie obligatoire? Non. Elle entend, je suis obligée de faire cette échographie-là, n'est-ce pas? Fait que... Absolument. Fait que ça... C'est n'importe quoi. Juste le titre, juste le fait d'avoir une échographie qu'on nomme obligatoire, puis ça, c'est pas ici au Québec, c'est en France, mais juste ça l'empêche la femme de donner son consentement libre à cette échographie-là. Parce que elle sent pas qu'elle a la possibilité de le refuser. Puis, pour que le consentement soit libre et éclairé, il faut qu'il soit éclairé. Éclairé, ça veut dire qu'on a eu suffisamment d'informations pour prendre une décision juste. Donc, on a dû recevoir des informations justes sur l'intervention qui nous est proposée. Alors, ça veut dire qu'on connaît bien les bénéfices de l'intervention, on connaît bien les risques de l'intervention, et surtout, on connaît bien les alternatives. Si on se fait pas... Admettons qu'on dit, je sais pas moi, là, tu dois recevoir telle affaire, puis les bénéfices, c'est ça, puis les risques, c'est ça. Puis on arrête ça là. Tu fais comme, OK, on doit me le proposer parce qu'il y a pas d'autre choix. Fait que, I guess, je vais dire oui. Il faut présenter toutes les alternatives qui existent et les bénéfices et les risques de toutes les alternatives. Puis une des alternatives qu'on oublie très souvent, c'est ne rien faire. Est-ce que tu penses que trop souvent, on fait trop durant la grossesse? Je pense que si les femmes, on leur demandait un consentement libre et éclairé, surtout tout le temps, je pense qu'on se ramasserait à faire beaucoup moins. Je pense que si les femmes savaient que l'alternative, c'est de rien faire, je pense qu'il y a souvent des fois où ils feraient rien, où ils prendraient des alternatives. Mais je pense pas que le mainstream de ce qu'on fait tout le temps, là, par défaut, ce que monsieur, madame, tout le monde font, je pense pas que c'est ça qu'on ferait si on savait. Puis moi, j'aime beaucoup dire, faute d'information, on n'a pas de choix. Sens-tu que c'est un peu le rôle de la doula? On pourrait lui attribuer ce genre de rôle-là, tu sais, de dire, elle vient faire le pont, peut-être en différents univers. Ouais, on pourrait dire ça. Tu sais, puis je suis pas doula, puis je sais pas comment les doulas réagiraient à ce propos-là, mais je trouve que c'est pas fou la proposition que tu fais de dire que tu sais c'est comme une espèce de moyen. Puis d'ailleurs, je pense que ça expliquerait pourquoi les doulas sont aussi détestées en milieu hospitalier, parce que elles amènent souvent la composante, atteint un petit peu là comme elles amènent la composante du consentement. Puis ça, c'est très inconfortable dans un système où on n'a pas le temps de gérer le consentement. Où c'est plus facile d'avoir des patientes qui sont dociles puis qui acceptent tout.
Fait que là, puis c'est pour ça que dans le système mainstream, on est un peu mal pris. Puis c'est pour ça que quand on est dans l'alternative, par exemple, c'est juste la différence de durée de rendez-vous médical pendant la grossesse entre une sage-femme puis un médecin. Règle générale, on parle de 15 minutes versus 60. C'est sûr que ça change ton interaction. Là, parce que si tu as à poser toutes tes questions en dedans de 15, il y en a que tu n'auras pas eu le temps de faire. Puis il y a de l'information qui ne te sera pas donnée dans ce 15 minutes-là. Fait qu'on on invente des affaires comme l'échographie est obligatoire parce que là, tu n'en parles pas. Parce que le monde, il pense qu'elle est obligatoire, puis tout le monde l'a fait. Puis toi, ben, en tant que professionnel de la santé, t'es moins stressé parce que t'as les informations, puis c'est plus facile de gérer avec les informations que de gérer avec l'intuition des femmes, puis avec les connaissances ancestrales qu'on a, parce que l'être humain, on se reproduit quand même depuis le début de l'existence de notre espèce, puis on l'a assez bien fait parce qu'on est encore là. Fait que, ouais. Puis, tu sais, j'ai rencontré beaucoup de femmes durant le processus de la grossesse qui, surtout dans la première grossesse de ce que j'ai pu constater, là, mais c'est vraiment basé simplement sur mon expérience, mais qui vivent énormément de stress. Là. Même si les conditions extérieures sont relativement bonnes, elles vont comme ressentir des nouvelles sensations dans leur corps, elles vont avoir peur de perdre le bébé, la peur de ne pas manger assez bien, de ne pas faire assez de sport, de faire trop de sport, des scénarios catastrophiques par rapport à l'enfantement. Puis là, la culpabilité, en plus de ressentir tout ce stress-là, étant donné qu'on sait justement que le stress est transmis. Fait que c'est comme une espèce d'énorme cercle vicieux. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Est-ce que toi, tu as des trucs ou des techniques ou une approche par rapport à ça qui peut aider la femme à calm down, tu sais, sachant, mettons, qu'elle aurait là, une grossesse idéale où elle a du temps pour se reposer? Moi, ma stratégie par rapport à ça, ça a été... moi, je me suis déclarée mauvaise mère. Quel soulagement. Ça a été ma meilleure décision du monde. Moi, je disais, on va arrêter ça, là. L'espèce de folie d'être la mère parfaite. Non seulement je serai pas une mère parfaite, moi, je vais être une mauvaise mère. C'est ma job. Hein, j'aimais beaucoup ça, je disais ça, surtout quand il était petit. C'est ma job de fucker mon enfant bien raide, là. Fait regarde, je vais faire de mon mieux, là, mais c'est sûr, ça va donner ça comme résultat. Fait que je m'enlevais cette couche-là de plus de je vais être là, je vais faire de mon best, puis that's it. Ça va donner ce que ça va donner. Fait que je pense, moi, je me suis self-labeled, quand je me suis donné l'étiquette d'être une mauvaise mère, ça a été merveilleux, puis ça a été génial. Parce que tous les commentaires que les gens me disaient, genre, ouais, mais moi, c'est pas grave, là, je suis une mauvaise mère de toute façon. Tu sais, moi, je croyais beaucoup au risky play. C'est quoi en français, risky play? Jeu risqué. Au jeu risqué. Fait que le monde est, mais là, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais moi, tu sais, je suis une mauvaise mère, fait que je le laisse se péter la gueule. Puis là, le monde, il était bouché ben raide. Il savait plus quoi dire. Fait que même chose, tu sais, j'étais au ski, mettons, là, puis là, le monde me voyait avec ma grosse bédaine faire du snowboard, puis je regardais, tu sais, j'avais des regards de genre, voyons, cette petite folle, là, tu sais, qu'est-ce que... Puis je regardais, ouais, mais moi, tu sais, je suis une mauvaise mère, fait que je suis prête à le tuer, mon enfant. Puis là, le monde, il savait pas quoi, je les bouchais, tu comprends? Fait que ça m'a comme enlevé toute l'espèce de couche de culpabilité sociétale, là, je les bouchais en disant ça, puis moi, je me disais, ben, tu sais, ça se peut qu'il meure, mon enfant. Qu'est-ce que tu veux? Ça se peut. C'est pas moi qui ai le contrôle. Je veux dire, j'ai le contrôle de faire mon bout, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut que je sois heureuse, faut que je bouge, j'ai du fun, je suis heureuse quand je fais du snowboard, je sens que c'est sécuritaire, j'y vais de jour, de semaine, quand il y a juste des retraités, quand je suis toute seule dans la piste, j'y vais pas le samedi après-midi, là, quand, tu sais, je tempérais mes risques, puis je me disais, ben moi, je suis bien avec ça, puis c'est ça. Fait que il y a comme une grande part de libération. Ça, la mauvaise mère, ça a été bien utile dans ma vie, bien utile. Fait que ça a été une des choses que moi, j'ai utilisées qui m'a beaucoup aidée. Une autre des choses, c'est de comprendre que en période périnatale, il y a ce qu'on appelle une porosité psychologique qui s'installe. Puis la porosité psychologique, elle est installée vraiment de manière extrêmement importante parce que quand la femme va enfanter de son enfant, il va avoir un éclatement de sa frontière. OK? Fait que ce que ça veut dire, c'est que d'ailleurs, il y a une neuroscientifique super intéressante qui a vécu qui a eu un caillot au cerveau.
Puis elle explique comment son expérience, c'est qu'elle faisait partie du grand tout. Là, elle a vu comme que tout l'univers, c'était l'énergie. Puis elle disait qu'elle était plus en mesure de voir comme qu'est-ce qui était elle, puis qu'est-ce qui était le reste. C'était comme si c'était toute la même chose. On parle de l'éclatement des frontières. Fait que ça, c'est un processus qui arrive particulièrement dans le contexte de l'enfantement physiologique. En fait, c'est très protecteur d'avoir vécu cette espèce de sensation-là de faire partie du grand tout, de faire partie de l'univers. On appelle ça la phase de transition. On peut appeler ça aussi la fragmentation. Il y a différents mots pour parler de ce moment-là. Puis c'est d'ailleurs très proche de ce que j'ai étudié dernièrement l'utilisation de psychédéliques chez les vétérans. Hein, puis on va les expériences qui parlent, qui décrivent avoir vécu sous psychédéliques, c'est excessivement similaire de ce que la femme va vivre à l'enfantement, cette espèce d'éclatement des frontières-là. Fait que, mais pour vivre cet éclatement de frontières-là, puis assurer la sécurité, Mère Nature, elle s'est organisée avec le gars des vues qu'on ait cette porosité psychologique-là qui arrive, puis qui va se manifester, qui va comme nous préparer à ce moment-là où, pow, on va faire partie du grand tout, on va se sentir dans ce grand univers-là, on va aller, les Amérindiennes disaient qu'ils allaient chercher l'âme de leur bébé pour revenir dans leur corps ensemble. Fait que c'est quelque chose qui est vécu depuis toujours puis qui est extrêmement protecteur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on traite les vétérans ou qu'on est dans le processus d'évaluer l'utilisation des psychédéliques parce que c'est comme si en vivant cette expérience-là, ça crée une entropie cérébrale dans le cerveau puis c'est ce qui permet une énorme guérison comme instantanée. C'est super puissant. Fait que la naissance n'est pas faite pour être un événement traumatique dans la vie d'une femme. Au contraire, la naissance Mère Nature a organisé la naissance qu'elle soit vraiment très intense pour qu'elle soit une période de découverte de la puissance de la femme, puis de découverte qu'elle fait partie d'un grand tout, qu'elle est en sécurité, qu'elle est entourée par Dieu, par l'univers, peu importe ce que tu veux l'appeler, là, mais on est fait pour vivre cette expérience-là qu'on pourrait nommer comme psychédélique, hein, qui est très puissante. Puis ça va être grandement protecteur dans notre vie. Et là, j'ai devancé notre thème un petit peu, puis j'ai parlé de la naissance, mais la porosité psychologique, elle doit s'installer donc pendant la grossesse pour pouvoir vivre ça de manière sécuritaire. Puis la porosité psychologique, moi, j'aime beaucoup l'imager de cette façon-là. Dans la vie de tous les jours, quand on n'est pas en période périnatale, on porte un imperméable. Puis les affaires qui se passent dans la vie, ils nous coulent sur le dos comme l'eau sur un canard. On passe à travers notre vie parce qu'on a cet imperméable-là, puis ben c'est ça qui est ça. Puis quand on entre dans la phase de la périnatalité, on enlève cet imperméable-là, puis on se ramasse à devenir des éponges. Et donc, il est primordial d'assurer d'être dans un environnement très sécuritaire parce qu'on va absorber tout ce qui est autour de nous. Pendant la grossesse, beaucoup. Puis la grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est normal, c'est de vivre un trauma à l'accouchement. Puis la définition du trauma, c'est une incapacité à intégrer un souvenir d'un événement traumatique. OK? Fait que tu vis quelque chose de difficile, puis là, ton système, c'est tellement difficile, c'est tellement chargé émotionnellement que tu n'es pas capable de l'intégrer dans ton corps. Fait que qu'est-ce que le système, il fait? Quand on pense aux vétérans, par exemple, qui ont un choc post-traumatique, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrêtent pas de revivre. Ils ont des flashbacks, ils ont des cauchemars. Ça revient. C'est la tentative au système d'intégrer le souvenir chargé, trop chargé émotionnellement. Fait que il le ramène à la surface. Fait que là, mets-toi dans les souliers d'une femme qui a vécu un trauma à la naissance, qui est presque la norme là, en ce moment. Puis là, tu vois une femme enceinte. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire émerger ton trauma. Puis là, ton cerveau, il va te dire « Ah, j'ai peut-être l'opportunité d'essayer de l'intégrer cette fois-ci. » Fait que qu'est-ce que tu vas dire à cette femme enceinte-là? Tu vas lui partager ton trauma. Pas parce que tu veux la traumatiser, parce que t'es pris avec un maudit trauma de merde que t'en peux plus d'avoir puis que ton cerveau essaye tellement d'intégrer. Mais là, en faisant ça, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de prédisposer l'autre femme à vivre un trauma.
C'est un cercle vicieux, là. Exactement. Fait que, je pense qu'il est extrêmement important que les femmes, pendant leur grossesse, se préparent à établir une limite avec les femmes qui ont vécu des accouchements difficiles pour arrêter avant que les récits soient partagés. C'est hyper important parce que c'est tellement présent. Puis ça peut être des choses comme, tu sais, à chaque femme a trouvé son moyen. Moi, aussitôt qu'on me parlait de grossesse, je disais, tu sais, c'est mon travail. Comme là, c'est samedi, j'ai vraiment pas envie de parler de périnatalité, fait qu'on va juste changer de sujet. Moi, ça, c'était la carte que j'utilisais. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être comme garder, tu sais, des petites, comme une petite carte avec l'information du magnifique livre qui a été écrit par 2 Australiennes qui s'appelle How to Heal from a Bad Birth ou quelque chose comme ça, How to Heal a Bad Birth. C'est un super beau livre. Fait que c'est comme de dire, tu sais, écoute, j'entends que tu sais, que t'as vécu quelque chose de difficile, je veux t'arrêter tout de suite. Ça ici, c'est peut-être une ressource qui pourrait t'aider, mais moi, en ce moment, pendant que je suis enceinte, je suis pas la bonne personne pour t'aider ou pour te soutenir ou pour écouter ou pour, tu sais. Fait que c'est d'apprendre à mettre des limites, puis c'est très inconfortable. D'ailleurs, un des tests que je propose toujours, que j'enseigne aux professionnels de la santé à faire avec les parents, c'est de dire, on peut le faire pendant la grossesse, mais encore mieux de le faire en préconception, c'est de te pratiquer à dire, à faire un fou de toi en public, de pas respecter les normes sociales. Fait que tu vas à la pharmacie, par exemple, puis tu demandes au pharmacien une boîte de clous. Tu sais, puis là, t'as de l'air d'une vraie tarte, là, mais quoi. Puis tu sais, ça nécessite beaucoup de courage de faire ça. Puis un autre exemple, c'est, tu vas chez le boulanger, maintenant, tu te dis, ah, j'aimerais avoir ce pain-là, puis là, il prend un pain. Ah non, en fait, pas celui-là, un autre, puis là, il prend un autre. Puis là, ben en fait, pas celui-là, puis là, un autre. Puis tu dis, ah, finalement, je prendrai pas de pain, puis tu t'en vas. Tu sais, c'est super difficile de faire ça, mais comme de se pratiquer, de se rendre compte que ça va être très demandant d'établir des limites, puis que c'est hyper nécessaire. Parce que là, t'as plus ton imperméable. T'es une éponge. Puis tout ce que tu vas vivre pendant ta grossesse, chink. Non seulement que toi, tu vas le ramasser, mais ton bébé aussi. Fait que d'être super consciencieuse de ça. Moi, je peux te dire, nous, on a utilisé quelques stratégies pour ça quand j'étais enceinte. La première chose, c'est qu'on a annoncé la grossesse à 23 semaines. Quand on était plus qu'à la moitié dépassé quand on a annoncé la grossesse. Tout simplement parce qu'on allait avoir la paix. Il y avait personne qui allait nous dire, puis là, où est-ce que vous allez accoucher? Puis là, avez-vous une sage-femme? Là, vous allez allez-vous faire ça, blablabla. Moi, j'avais tellement peur qu'on me scrape la possibilité d'avoir mon accouchement à domicile que j'espérais vraiment. Puis j'avais peur qu'on me contamine par toutes les peurs. Mais je dis, non, on va couper ça dans l'œuf. On va se couper la durée de moitié. Comme déjà là, ça va être bien utile, tu sais, ça va être bien aidant. On a appris par la suite que finalement, ça avait fait beaucoup de peine à beaucoup de monde. Fait que je sais pas si je le referais comme ça. Mais la première grossesse est beaucoup plus fragile que les autres. Dans le sens où on est beaucoup plus vulnérable en tant que primipare, puis on a d'affaires à mettre les protections pas mal plus serrées puis pas mal plus fortes, tu sais. Sur les autres, après, ton corps, il sait comment, puis c'est plus facile. C'est ça, c'est comme si l'expérience des autres devient ton point de repère, mais une fois que tu l'as vécu, t'es ton propre point de repère. Ouais. En ce sens-là. Puis l'autre chose que j'ai fait beaucoup enceinte, c'est que j'ai gardé des points de repère. Je suis allée chercher de manière délibérée des points de repère que je voulais. Tu sais, j'ai dû écouter, je sais pas, 150 accouchements non assistés à domicile sur YouTube. Parce que c'était ça que je voulais. Fait que j'ai submergé mon cerveau. Parce que, tu sais, avant, là, la femme des Cro-Magnons, elle avait vu plein de naissances, là, quand c'était rendu à son tour. Elle le savait. Ouais. Elle en avait vu des tonnes. Puis c'était toutes des naissances physiologiques, tu sais. Fait que son barème était vraiment plus juste que nous. On voit plein de niaiseries sur Hollywood. Puis après ça, on a toutes les histoires traumatiques du monde. Puis les gens qui ont eu des bons accouchements ont tendance à rien dire. Parce qu'ils se sentent vraiment mal de ramasser toutes. Ils vont comme ça va créer de la jalousie, puis ils vont se ramasser toutes les histoires traumatiques qu'ils n'ont pas envie d'entendre non plus. Fait que les femmes qui ont vécu des beaux accouchements, en règle générale, on les entend pas. Fait que c'est super important pendant la grossesse d'aller chercher ça, d'aller chercher une tribe de monde qui pense comme toi. Puis je pense que ça, c'était le bénéfice que toi puis moi, on a vécu quand on était à enfanter l'évolution. C'est, tu vois, tout le monde, les enfants tout nus, le monde nu-pieds ou en Birkenstock, puis tu sais, les filles avec le poilon en dessous des bras, puis t'es comme, OK, comme ça, c'est une gang où c'est plus safe de parler d'accouchement.
Et voilà, c'est tout pour la partie 1 de cette délicieuse entrevue avec Malika. Donc, retrouvez-nous dans 2 semaines pour la partie 2, dans laquelle on va aborder la suite, donc l'accouchement et la période postnatale. Les Émergents, c'est votre émission, produite et présentée par moi-même, Elisabeth Dufresne. Notre musique originale est signée par mon frère, Étienne Dufresne, qui vient d'ailleurs de sortir un tout nouvel album. Et l'illustration de couverture est l'œuvre de la talentueuse Florence Rivet. Je tiens à te remercier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode-là. Et si tu as apprécié, n'hésite surtout pas à montrer ton soutien en m'envoyant une poignée d'étoiles via Apple Podcast ou Spotify. Et tu peux également partager cet épisode-là sur tes stories en me taguant Elisabeth.Dufresne sur les réseaux sociaux. C'est une merveilleuse manière de me dire de poursuivre l'initiative et de faire connaître le projet. Je t'invite aussi à partager les différents extraits qui seront publiés dans les prochaines semaines. D'ici là, je te dis à tout bientôt, à dans 2 semaines.